C'est l'heure de l'agenda, un agenda qui nous emmène tout d'abord dans Lyon. Et oui, vendredi soir à 20h30 au Théâtre Municipal de Sens. Ça va intéresser probablement tous les musiciens qui nous regardent actuellement, mais aussi tous les autres. Alors de Patrick Suskind, on connaissait principalement le parfum. Il y a aussi la contrebasse. Et puis, il y a Feu Jacques Villeray qui a interprété le rôle de ce contrebassiste qui va petit à petit sombrer dans la folie et la solitude. Il a joué ce rôle des centaines de fois. Là, c'est une compagnie de Montpellier qui s'appelle Pourquoi pas, les Témélites, qui a repris donc ce texte de l'écrivain allemand Patrick Suskind. La contrebasse, c'est vrai que derrière le musicien, il y a aussi l'homme dont la vie, un peu comme la nôtre, n'est pas réglée comme du papier à musique. Donc ce musicien va s'apercevoir que cette passion qu'il voue depuis toujours à son instrument préféré, et bien derrière cette passion, cette fascination, il y a aussi la haine pour cet instrument qui est parfois un peu trop encombrant, envahissant. On dit souvent que le contrebassiste est vaniteux, prétentieux, parce que c'est vrai que son instrument prend énormément de place dans son orchestre. Et vous voyez d'ailleurs la tête de Fred Tourner, qui est donc l'acteur principal. Et cheveux en pétard. Ah oui, il est chevelu, hein, mais c'est vrai qu'il va devenir fou, vraiment véritablement fou au fil des scènes. C'est à découvrir rien que pour le jeu de cet acteur qui n'a rien à envier à celui de Jacques Villeray. C'est vendredi soir au Théâtre de Sens à partir de 20h30. On reste en Bourgogne pour un deuxième événement, le salon des photographes animaliers. Exactement, tu en parlais, les secrets des photographes animaliers, vous saurez tout sur la photographie animalière, qui est vraiment un art en soi. C'est très compliqué. As-tu déjà essayé, Benoît, de prendre en photo un animal? Pas plus tard qu'hier. Ah, c'est vrai? Un oiseau. Chaque week-end. Un oiseau, et finalement j'ai vu un nuage. D'accord, ou un flou. C'était trop rapide. Peut-être artistique, voilà. Bah, écoutez, des photos de grands photographes animaliers, d'ailleurs il y en a une vingtaine des professionnels invités à Saint-Jean-de-Laune en Côte d'Or. À la fin du mois, on prend un peu d'avance parce que vacances obligent, ensuite j'aurai plus l'occasion de vous en parler. Ce sera les 29 février, 1er et 2 mars à Saint-Jean-de-Laune en Côte d'Or. Une vingtaine de photographes professionnels invités. On voit d'ailleurs quelques-uns de leurs clichés de super photos. Regarde-moi cette coccinelle. Là, Ceci est une coccinelle. D'aussi près, il faut être aussi très très patient. D'ailleurs, il y aura par ces photographes la présentation du matériel de prise de vue. C'est un matériel assez sophistiqué, puis aussi de camouflage, parce que bien sûr, il ne faut pas être remarqué par les animaux et les insectes. Donc on va vraiment découvrir les secrets des photographes animaliers, avec des conseils pour les spectateurs. Voilà, avec les associations aussi. Il y a 5 associations invitées, des associations de codeurs, de protection de la nature et de l'environnement, la mise en vente de livres sur la nature, et puis la présentation de ce magnifique DVD. C'est un premier documentaire, donc il faut encourager Ronan Fournier-Christol. C'est un magnifique documentaire en DVD, les secrets des photographes animaliers, secrets que vous allez donc percer en regardant ce DVD qu'on vous offre ce matin, Benoît. C'est le cadeau du jour. Merci beaucoup, Eric. Je rappelle qu'on te retrouve ici même sur ce canapé peu après 11h en compagnie de Denis Blanc, maître pipier à Saint-Claude. Très bien, Eric, merci. Également, on reçoit aujourd'hui Denis Blanc de la confrérie, président de la confrérie des maîtres pipiers, car il y a une confrérie. Denis, il y a aussi un musée, le célèbre musée de la pipe et du diamant. On voulait aujourd'hui parler principalement de la pipe, pas du diamant, car la pipe, contrairement au diamant, c'est quand même plus populaire, la pipe est conviviale, on peut le dire, Denis. La pipe, oui, est tout à fait conviviale. Oui, même si effectivement la convivialité n'est plus de ce qu'elle était dans le passé, c'est un art de vivre, fumer la pipe, par opposition à fumer une cigarette, qui n'a rien à voir. Alors, voilà. La première pipe date de quand? Et visiblement, elle n'était pas réalisée en bois. Alors, les premières pipes à fumer le tabac, on va dire, ont démarré à partir de l'apparition du tabac. Donc les toutes premières ont été fumées par les Indiens en Amérique, c'était plutôt le calumet de la paix. Et puis elles sont arrivées en Europe le tabac est arrivé à 1560 et les premières pipes sont arrivées à peu près à cette époque-là, où le tabac là était très populaire, avait beaucoup de vertus. Et ce n'est pas ce qu'on entend aujourd'hui sur le tabac, c'était le contraire. Et on le prenait à priser, à mâcher, à fumer. Et donc là il y a eu une envolée de la pipe, mais pas de la pipe de Bruyère, donc c'était pas Saint-Claude, c'était des pipes hollandaises en terre, puis ensuite des pipes allemandes en porcelaine. Et c'est seulement à partir de 1750 que Saint-Claude a commencé à fabriquer des pipes, alors en buis ou avec des foyers en fer. Donc des pipes qui n'étaient pas très faciles à fumer et puis qui tenaient pas très longtemps. Et l'essor de la pipe est arrivé avec la bruyère. Alors les premières pipes, voilà, les toutes premières pipes qui ont été fabriquées à Saint-Claude à partir de 1850. Ça doit peser son poids, ça, ah, tout à fait, oui. Oui, bon, c'est quand même. Mais c'est de la bruyère. Donc la bruyère, qu'est-ce que c'est? C'est une racine de bruyère et l'avantage de la bruyère, c'est que ça résiste au feu, ça n'a pas d'odeur.
C'est mieux si ça résiste au feu. Ah, tout à fait. Et ensuite, ça va pas se consommer. Ça n'a pas d'odeur quand on peut retrouver l'odeur du tabac. Et puis, on peut faire des très belles finitions. C'est un bois qui a une finition magnifique. Celle-ci est somme toute assez classique, finalement. C'est une un beau classique. modèle. Par contre, on peut voir les veines de la bruyère qu'on sait décliner dans différentes couleurs. Ouais. On voit bien que la pipe, c'est un objet d'art, puisqu'elle prend toutes les formes, toutes les couleurs. Ah, on a de beaux spécimens, là, d'ailleurs. Là, sont des pièces uniques, j'imagine, ou réaliser un peu d'exemplaires. Celles-là, oui, sont des pièces uniques. Là, on a un vrai artiste qui est capable de sculpter une pipe. Jurassien. Jurassien, oui. Donc on a Roger Vincent et Paul Lanier qui sont deux grands artistes. Et là, c'est encore autre chose que l'artiste simplement qui réalise une pipe avec une finition classique. Là, il est capable de faire de la sculpture et il l'a fait. Il a choisi de faire sa sculpture sur de la bruyère. Donc, par exemple, tous les ans, on reconnaît un premier fumeur de l'année. Sa confrérie désigne un premier fumeur de l'année. Intronisé, donc. Intronisé. Donc, l'année dernière, c'était Pierre-Louis Vuitton, le 7e descendant de la famille Vuitton. Et on peut voir la pipe qu'a réalisée Paul Lanier. On voit sa photo. Et à côté, on voit la réalisation de Paul Lanier qui est... À se retrouver sur une pipe, quand même, c'est quelque chose. Hein. Donc, si vous venez au musée de la pipe, vous verrez les pipes de tous les premiers fumeurs. Donc Paul Lanier, chaque année, a réalisé une pipe des différents hommes célèbres qui ont été reconnus comme premiers fumeurs de l'année. Et rapidement, Denis Blanc, combien de pièces peut-on voir? Combien de pièces sont exposées au musée de la pipe de Saint-Claude? Alors, il y a beaucoup de pièces. Pour les premiers fumeurs, on a démarré en 1966, donc il suffit de calculer ce que ça donne. Donc ça fait plus de 40 pipes de premiers fumeurs. Puis ensuite, il y a, je ne sais pas, 500 000 pipes de différentes natures qui sont exposées à Saint-Claude. Et à chaque fois, j'imagine, une histoire derrière cette pipe. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ça. Donc je vous rappelle que le musée de la pipe se situe à Saint-Claude dans le Jura. Vous retrouvez les coordonnées de ce musée sur notre site www.france3.fr. Là, avec Eric, et nous prenons la direction, je crois, de Mont-Soleil-Mines. Oui, en Saône-et-Loire, à l'embarcadère demain soir, c'est un événement, puisqu'après des représentations à guichet fermé à Paris, la pièce d'Eric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose, est en pleine tournée en province et passera donc par la Saône-et-Loire demain soir à 21h à l'embarcadère de Mont-Soleil-Mines. On connaissait cette pièce surtout pour le rôle poignant, l'interprétation magistrale de Daniel Darieux, et après Daniel Darieux, c'est au tour d'Annie Dupéret qu'on connaît tous et qu'on adore. Elle est gentille, Annie. Annie Dupéret, tout à fait, elle est toute seule sur scène, à la fois dans le rôle de Mamie Rose, cette dame qui rend visite régulièrement aux enfants dans un hôpital de sa ville, et en particulier à Oscar 10 ans, Oscar interprété par Annie Dupéret, les copains d'Oscar interprétés par Annie Dupéret, encore le conteur, car c'est un conte, c'est bien plus qu'une pièce, c'est un conte. Elle est toute seule sur scène, voilà, Annie Dupéret. On va voir quelques images dans un instant, et c'est vrai que son interprétation est assez bouleversante. Le sujet est grave puisque Oscar n'a que 10 ans, est atteint d'une leucémie. Ses jours sont donc comptés. Elle va l'accompagner avec à la fois humour et tendresse. Et c'est vrai qu'elle est magnifique et ce n'est jamais larmoyant. L'étrangleuse du Languedoc contre la charcutière du Limousin. Ça lutte pendant 20 ans contre Diabolica Sinclair, une Hollandaise qui avait des obus à la place des seins. Et surtout sa coupe du monde contre Hula Hula, qui n'avait jamais été battue, même par Cuisse d'Acier, le grand modèle de Mamie Rose quand elle était catcheuse. Si on t'enfonce des clous dans les poignets ou dans les pieds, tu ne peux pas faire autrement que de souffrir, tu subis. En revanche, à l'idée de mourir, tu n'es pas obligé d'avoir mal puisque tu ne sais pas ce que c'est. Merci de m'avoir fait connaître Oscar. Grâce à lui, j'étais drôle, j'inventais des légendes, je m'y connaissais même en catch. Grâce à lui, j'ai ri, j'ai connu la joie. Il m'a aidé à croire en toi. Voilà Annie Dupéret dans le rôle de Mamie Rose qui suggère donc à cet enfant Oscar d'écrire à Dieu tous les jours pour lui raconter ses douleurs, ses peines, mais aussi ses joies. Et elle a cette légende, la légende de 12 jours, un jour égale 10 ans.
Donc ça fait passer du bon temps à l'enfant et comme ça il va vivre quand même sa vie d'adulte à l'hôpital en compagnie de Mamie Rose. C'est touchant et je le dis encore une fois, la réalisation, la mise en scène de Joël Santoni n'est pas du tout larmoyante. On n'a pas sorti les violons à tire-larigot, donc c'est à la fois touchant mais on ne va pas ressortir de cette pièce avec le cœur en vrac. C'est assez bouleversant. On l'a vu dans l'extrait, ça rigolait quand même. Ça rigole bien. Bah oui, elle essaye de lui changer un peu son quotidien à Oscar, Annie Dupéret. Donc c'est demain soir à l'embarcadère de Montceau-les-Mines. Réservez vos places dès maintenant. Les coordonnées sont bien sûr sur notre site www.france3.fr. Merci Eric. À tout à l'heure en compagnie de Pierre Chaillot, le cofondateur du musée d'électricité de Dijon. Tout de suite, allons rejoindre nos experts au jardin.